Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce lieu où la transmission se fait. Je veux parler du dojo. Alors dojo en japonais, guan en chinois et donc le lieu de pratique, là où on vient apprendre, où il y a la transmission qui se fait de maître à disciple ou élève, de professeur à élève. D'ailleurs, je préfère la dénomination de professeur parce que derrière cette appellation de maître, malheureusement chez nous, en France occidentaux, on a un côté un petit peu biaisé par rapport à ce mot qui a enlevé un petit peu la noblesse de ce mot-là. Mais en fait, le maître dit souvent maître esclave, c'est un petit peu l'idée qu'on en a, mais en tout cas, c'est plutôt dans l'idée de professeur. Je me souviens quand j'étais enfant, mon père pratiquait déjà à l'époque même le kendo et quand je rentrais dans cet endroit, j'étais un petit peu terrorisé. En tout cas, je me faisais pas fier parce que on voyait tous ces gens en armure et pour un enfant de 5, 6, 7, 8 ans, c'est toujours impressionnant de voir ces gens habillés d'armure et puis en plus quand ils faisaient un petit peu des techniques, ils criaient, il y avait le kiai. Mais ce dont je me souviens particulièrement, c'est la sérénité, le calme qui pouvait régner à l'intérieur de ces dojos. Les gens étaient alignés, il n'y avait pas un bruit quand le professeur parlait, et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. D'ailleurs, entre parenthèses, ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit peu ce même climat dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut des classes de 20-24 élèves avec un professeur, mais ça, je pense que c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que si on avait simplement l'éducation et le sérieux de vouloir apprendre, si c'était important pour nous de vouloir apprendre, et ça devrait l'être, eh bien, il n'y aurait pas de bruit dans une classe. Il y a des endroits dans le monde où les enfants, où les élèves sont 50, voire 60 par classe. En Afrique, en Corée, alors ils sont peut-être pas 50 mais pas loin, ils sont énormément dans une classe, en tout cas ils sont plus de 30 et vous avez le silence total. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore un rapport au professeur, au maître, beaucoup de vénération et beaucoup de respect. Alors vous ne me ferez pas croire, on peut être 5 par classe, s'il n'y a pas de respect, ce sera toujours autant le bordel et le professeur n'aura aucun respect dans cette classe. Pour apprendre, il y a deux conditions qui sont vraiment importantes. Il faut 1 de l'attention et 2 du temps. Bah oui, apprendre ça demande du temps, on n'apprend pas comme ça en quelques secondes, il faut du temps et surtout de l'attention. Si vous avez du temps mais vous n'écoutez pas, ça servira à rien et pareil pour l'autre cas. Si vous avez beau avoir beaucoup d'attention, mais si vous avez que 5 minutes, ça sera difficile d'apprendre. Ce qui est vraiment bien avec les arts martiaux, c'est que justement donc dans ce dojo où on vient prendre la transmission, on vient apprendre des choses par quelqu'un qui a lui aussi progressé dans cette voie-là pendant plusieurs années avant de pouvoir retransmettre, c'est qu'il y a donc une notion où on sait qu'on se tait. C'est une des premières notions. Quand vous rentrez dans un dojo, il y a les gens qui viennent et qui s'alignent pour le salut. Et ensuite, il y a les explications, donc l'entraînement qui commence, les échauffements et puis le cours. Et généralement, dans les formes dites traditionnelles, donc là où il y a justement cette transmission, non, ce n'est pas simplement un sport, mais on vient vraiment apprendre une philosophie, une façon de se comporter. Il était clair que vous n'aviez pas le droit de parole, vous vous taisiez. La première chose, c'est tu ne sais rien, donc tu te tais. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça rapprend l'humilité. On vient apprendre quelque chose, donc on ne vient pas sortir un petit peu sa connaissance, dire bah moi j'ai fait, moi. Moi non, ici tu n'es rien. Tu viens apprendre, donc tu te tais et un jour peut-être que tu pourras parler. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu dur de la façon où je le dis, mais pourtant c'est une réalité. Et je pense que si on fonctionnait comme ça, on s'éviterait bien des problèmes. À l'école, dans la vie de tous les jours, on nous apprend des choses, on se tait, on apprend. Le jour où on commence à savoir, alors on peut commencer à parler. Dans les temps anciens, il était dit, alors je n'ai pas de preuve, je n'y étais pas, mais mon père et des anciens professeurs m'ont parlé de cette fameuse époque moyenâgeuse, peut-être même avant, où les gens, quand ils pratiquaient le karaté, ou en tout cas les arts martiaux, ils n'avaient pas le droit de dire de quelle école ils provenaient. Si par exemple je prends l'école du Goju-Ryu, Shotokan, pour toutes les formes japonaises, l'Uchi-Ryu, on n'avait pas le droit de dire je pratique le karaté du Goju-Ryu ou du Shotokan, tant qu'on n'était pas accepté par l'école. On avait le droit de dire qu'on faisait du karaté, mais pas le nom de l'école. Et si vous aviez le malheur de parler du nom de l'école,
il vous en coûtait. Donc on est bien d'accord qu'on est loin de ces temps-là, on peut quand même dire qu'on pratique tel et tel style, mais c'est pour vous dire à quel point il y avait cette humilité. On ne pouvait pas prétendre d'être de telle école parce qu'on ne la connaissait pas encore et on n'y avait pas passé suffisamment de temps. Et en plus, tant qu'on n'avait pas reçu l'aval de son professeur, on se taisait. Aujourd'hui, on est dans une société où on pense qu'on connaît tout parce qu'on a accès à tout très facilement, on n'a même pas besoin de se forcer. Et puis, c'est tellement facile qu'aujourd'hui, on sort un petit peu sa science sans avoir prouvé quoi que ce soit dans le monde réel. Mais on commence à parler, moi je peux. Mais en fait, on n'a rien fait. Et c'est vrai qu'il faudrait un petit peu redescendre de ce piédestal où l'on pense être et continuer à apprendre. C'est simplement au bout d'un certain nombre d'années et puis surtout, non pas seulement en termes d'années, mais en termes d'heures. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens qui disent « Moi, je pratique depuis 10 ans les arts martiaux. » C'est bien, mais moi, je rajouterai simplement une question. Je poserai une question, c'est combien d'heures par semaine? Quelqu'un qui a pratiqué pendant 10 ans, 1 heure par semaine, ça ne fait pas grand-chose. Si on ramène ça sur un mois, ça ne fait pas grand-chose. Vous prenez la même période, mais par contre quelqu'un qui pratiquait 10 heures par semaine, ça n'a plus rien à voir. Donc le temps en année, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens aussi qui pratiquent les arts martiaux depuis très longtemps, mais qui n'étaient pas forcément assidus. Il y a trop de gens qui prennent les arts martiaux comme un sport, comme du loisir. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, il en faut aussi, mais ils se trompent de voie. Les arts martiaux, c'est vraiment quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur, qui vous prend et qui vous mène vraiment vers une destination. Vous avez un chemin à parcourir dans les arts martiaux. Ce n'est pas uniquement physique, mais c'est aussi spirituel. C'est quelque chose qui va vraiment vous éveiller aussi à votre moi profond. Je ne parle pas de religion, je parle de quelque chose qui vous parle au plus profond de vous-même et qui vous fait sentir un tout dans cet univers, dans cette participation à la nature. On fait partie d'un tout et c'est cette prise de conscience. Donc dans les arts martiaux, il y avait ce message où la vie était importante et qu'on ne pouvait pas la retirer comme ça, de façon inutile et futile. Vous appreniez des techniques qui pouvaient être très dangereuses. Avec 2-3 mouvements, quand vous commencez à pratiquer, au bout d'un certain temps, vous comprenez que la vie peut être enlevée très facilement, beaucoup plus qu'on ne croit. Surtout si vous tapez à des endroits et vous avez la façon de taper, ça peut être très facile d'enlever la vie. Mais dans les arts martiaux, il y avait toujours ce message qu'il ne fallait surtout pas utiliser cette violence. Il était important de savoir l'utiliser, mais pour la canaliser et surtout la maîtriser. Ben oui, parce que si vous donnez les moyens de tuer à des gens sans les former intellectuellement et spirituellement, ben vous en faites des psychopathes. D'où l'importance justement de ce côté un petit peu dur, rugue, dans les arts martiaux où on vous dit de se taire. C'est comme ça, on vous remet un petit peu en place. Et puis de toute façon, la plupart du temps, les débutants, même les gens qui ont pratiqué, vont pas trop s'amuser à critiquer un professeur ou à faire un petit peu les shows parce qu'ils savent que ça pourrait vite dégénérer. Et puis là, ils seraient en droit de vous taper dessus puisque vous êtes, vous, dans un cours où en plus vous venez pour pratiquer un art martial. D'ailleurs, je déconseille fortement à des gens qui voudraient prouver des choses, aller dans un cours, que ce soit de la boxe, que ce soit dans des formes traditionnelles, Muay Thai ou du karaté ou quoi que ce soit. Vous prenez toujours un risque de vouloir défier un professeur parce que autant dehors, ce serait peut-être plus facile, mais à l'intérieur, dites-vous simplement que non seulement vous venez défier un professeur, mais vous le mettez en plus dans l'obligation de défendre non plus sa personne, mais l'honneur d'une école ou d'un titre. Donc là, ça devient beaucoup plus dangereux pour vous. En tout cas, bon, si vous en êtes encore là à vouloir défier des gens, je pense qu'il vaut mieux aller dans les cités ou des choses comme ça et pour prouver votre valeur plutôt que d'aller dans un dojo. Les gens qui sont dans un dojo traditionnel sont là pour enseigner des valeurs, non pas seulement de combat, mais aussi spirituelles, pour façonner les gens, pour en rendre des gens le plus bienveillant possible. L'aspect combat et l'aspect self-défense dans les arts martiaux, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a énormément de choses qui vous amèneront vers d'autres sommets, vers d'autres horizons. Il faut un peu de temps, il faut être assidu, ayez confiance dans votre professeur. Généralement, s'il est là dans 90% des cas, 95% des cas, c'est qu'il le vaut, c'est qu'il mérite ce qu'il a pratiqué ici depuis longtemps. Les 5 derniers restants au niveau du pourcentage, c'est des gens qui se pensent professeurs, il y en a, et ils se mettent un petit peu très vite à se mettre devant parce qu'il y a un aspect pécuniaire
il y a de l'argent en jeu, donc ça fleurit un petit peu. Il y a pas mal de formations qui fleurissent et devenez professeur en trois stages de 3 heures. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est quasiment ça. Et en peu de temps, vous devenez professeur, instructeur, et vous pouvez avoir donc une école. Mais généralement, ça, c'est pour développer beaucoup de clubs, donc c'est généralement une histoire d'argent. Encore une fois, je suis le premier à dire que l'argent n'est pas mauvais, mais il faut le faire de façon convenable et dans la bonne direction. Si c'est juste pour faire de l'argent et donner de mauvaises choses, parce que, excusez-moi, mais si en 3 stages de même 8 heures, si vous pensez donner des bonnes choses aux gens, combien de temps faut-il pour apprendre la chaudronnerie, pour faire forgeron? Est-ce que vous me croiriez si je vous dis soyez forgeron en 3 stages de 8 heures? Les gens font ça des années entières et pendant 8 heures par jour. Donc parfois, il y a des gens qui devraient redescendre un petit peu et rester humble et de se dire oui, ça fait peut-être 5 ans que je pratique, mais honnêtement, si je regarde sur moi combien de temps je fais, allez, 4 heures par semaine depuis 5 ans, ça fait pas énormément non plus. Si j'enlève les vacances, les grandes vacances, les fêtes, etc., combien d'heures réellement j'ai fait dans une année? Et combien ça, en termes de jours, de 8 heures de travail, à combien ça pourrait correspondre? Eh bien, faites le calcul, vous verrez que des fois, ça fait même pas un mois complet de travail à raison de 8 heures par jour. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment expert dans un domaine avec 8 heures sur un mois? J'enlève pas la valeur de ceux des gens qui veulent vraiment enseigner et qui se donnent du mal pour, mais simplement savoir être à sa place, savoir qu'il faudra beaucoup de temps, énormément de temps, et ne lâchez rien, continuez de vouloir enseigner, parce que plus il y aura de professeurs d'arts martiaux et plus vous donnerez de bonnes choses dans le monde, en tout cas je le souhaite, et c'est mon vœu le plus cher, parce que je sais aujourd'hui et vraiment de façon certaine que les arts martiaux sont vraiment une école de vie qui rend les gens meilleurs. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, mettez-moi plein de pouces bleus, nous sommes bientôt 160 abonnés et ça merci beaucoup, en 5 mois, 6 mois bientôt, donc merci beaucoup, partagez pour qu'on soit encore plus nombreux. Mon deuxième objectif c'est 200 abonnés, donc je compte sur vous pour m'aider à ça, ça contribuera un petit peu au travail que j'essaye de faire tous les jours avec ces vidéos. Partagez massivement et puis je vous dis à très bientôt, donc à demain, pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça y est.